commencer par des remarques qui concernent les trois papiers. Euh, enfin, les deux extraits que j'ai lus et le papier. Euh, tous les trois portent sur les étudiants et en fait notent l'importance du milieu en fait dans le développement de leur politisation. Et du coup, ça interroge, et c'était le cas aussi de présentation de ce matin, et en fait, du coup, je me demandais qu'est-ce qu'ils deviennent en fait une fois qu'ils sortent de ce milieu qui les a amenés à se politiser. Est-ce que ça se poursuit dans leur carrière et dans leur vie post-études ou une fois qu'ils sortent des écoles, du coup, il n'y a plus cette influence. Euh, Ensuite, je me posais une question, c'était sur les catégorisations politiques. Je l'avais déjà posé à Cyprien quand il avait présenté au colloque en décembre, et je ne sais pas pour les autres. Mais est-ce que quand vous parlez de leur bord politique, c'est des choses qu'ils ont catégorisées eux-mêmes ou quelque chose que vous avez établi? Parce qu'en fait, dans la mesure, il y a quelque chose d'assez paradoxal au fait d'utiliser, de faire confiance à leur autocatégorisation dans le fait qu'on passe notre temps à dire qu'ils sont pas très familiers avec les catégories politiques et donc peut-être c'est pas la meilleure manière de procéder. Et comme on m'a dit de le faire rapide, je vais essayer de coter les autres remarques qui portent sur les trois papiers. Et si on a le temps après, je reviendrai dessus. Et je vais essayer de faire des commentaires un peu plus précis sur chacune des présentations. Sur la première, je crois que je t'avais déjà posé la question à, je sais plus où, à Nantes, je crois. Mais pourquoi juste étudier le DDX et pas X urgence écologique, X alternative et... je crois que tu avais parlé de la 5, ça à la fin, ça risque d'être un peu les mêmes personnes, mais voilà. Euh, Ensuite, je voulais ouais, juste pointer un truc. Je sais pas si tu en parles dans le chapitre, mais à un moment, tu mentionnais le fait que dans la mobilisation contre Total, il n'y avait pas forcément beaucoup d'étudiants qui étaient actuellement étudiants. Mais en fait, c'est aussi lié au fait qu'ils recevaient la pression de la part de l'administration. Enfin, en tout cas, c'est ce que m'ont rapporté des étudiants en question qui étaient mobilisés. Et il y a eu beaucoup de tentatives apparemment de démobiliser les étudiants en essayant de faire semblant de faire des compromis avec, etc. Enfin, je pense qu'il faudrait que je te mette en contact avec des gens pour en parler publiquement parce que moi, je n'y étais pas. Mais voilà, enfin, en tout cas, j'avais entendu ces choses-là. Euh, voilà, je pense que je vais m'en tenir là sur celui-là aussi pour l'instant. Euh, et celui, oui, du coup, sur les signataires du manifeste pour un réveil écologique, alors c'est là que j'ai le plus de commentaires parce que c'est le seul où j'ai eu l'article entier. C'est pas un reproche, moi non plus, j'ai pas envoyé l'article. Du coup, le premier point qui va peut-être te paraître anecdotique, c'est que dans ta contextualisation un peu de ton sujet, tu mentionnes comme référence au fait que les ingénieurs seraient plutôt focalisés sur l'acquisition de leur statut. Tu mentionnes le travail d'Edwin Layton qui s'appelle Revolt of the Engineers. Et en fait, j'aurais deux commentaires par rapport à ça. Le premier, c'est que du coup, c'est un travail, pour ceux qui ne savent pas, qui porte sur les ingénieurs américains, enfin états-uniens, au début du XXe siècle. Et c'est assez particulier parce que du coup, c'est un contexte, en fait, les ingénieurs à cette période sont assez précarisés, c'est la structuration des associations professionnelles. Et donc, il y a une phase, effectivement, où ils sont assez en phase avec les demandes des entreprises. Et puis ensuite, justement, le travail s'appelle le Revolt of the Engineers pour ça. Il va y avoir un certain nombre de contestations. Et du coup, en fait, je me disais que c'est peut-être pas le travail qui serait le plus adapté, sachant qu'il y en a un qui est à peu près équivalent, mais qui porte sur la France, qui s'appelle Technocrate et technocratie en France de Gérard Brun que je pourrais te l'envoyer parce qu'il est épuisé. Et peut-être que tu auras des éléments qui te paraîtront plus ancrés dans le contexte français. Le deuxième commentaire que j'avais sur la référence à Layton, c'est que en fait, Layton écrit, je crois que c'est dès la première page, qu'en fait, son livre vient un peu répondre et contredire l'idée de Veblen sur laquelle il y aurait un potentiel révolutionnaire des ingénieurs. Et ça tord beaucoup son interprétation d'énormément d'auteurs. En fait, il y a plein d'auteurs étudiés par Layton, Cook, Grant, etc. Quand tu vas lire leurs textes, moi je l'ai lu dans le cadre de ma thèse, je me rends compte qu'ils sont pas du tout, enfin, c'est pas des conservateurs, c'est pas des gens qui sont pour défendre leur statut, c'est pas des corporatistes particulièrement, et voire c'est des socialistes, hein, certains d'entre eux. Et donc, du coup, c'est des choses auxquelles il faut faire un peu attention. Et du coup, il y a eu pas mal de discussions des travaux de Layton pour cette raison, et notamment, si ça t'intéresse, il y a les travaux de Stabile, qui s'appelle Prophets of Order, qui permettent de nuancer un peu et apporter une autre lecture avec une vision moins corporatiste du coup de ce groupe d'ingénieurs. Euh, Ensuite, désolée de faire trois plombes là-dessus, parce que comme c'est mon sujet, je me suis dit allons-y. Sur l'aspect aussi, tu disais, je sais plus comment c'est formulé,
Oui, voilà, ils défendent de la rationalisation contre les traditions, la science contre la superstition. Et en fait, ça, c'est dans une phrase où tu expliques qu'ils sont raccords au développement du capitalisme industriel. Sauf qu'en fait, ces propensions-là, elles peuvent justement aussi les pousser justement à contredire. En fait, ça les pousse plus à défendre l'industrialisation et des fois l'industrialisation contre le capitalisme. Et ça se voit bien justement dans les auteurs écrits par Layton, au sens où la rationalisation contre la tradition, par exemple, ça peut être de dire que le marché, en fait, c'est des pratiques, l'économie de marché, ça correspond à des pratiques archaïques, qui correspondent aux sociétés agraires, etc., qu'une société industrialisée, ça ne va pas être une société marchande. Pareil pour la superstition, quand tu regardes les critiques des ingénieurs contre les économistes, bah, du coup, ils vont les comparer à des prophètes, à des sorcières, etc., et les rabattre vers le côté de la tradition. Donc voilà, aussi une autre manière de nuancer. Et du coup, qui fait que c'est moins surprenant quand on a ce contexte-là en tête et ces auteurs-là en tête, bah, du coup, on est moins disposé à être surpris des phénomènes contemporains, je pense. Euh, voilà. Et pareil sur les dispositions qui ne poussent pas à contestation, toujours avec des références du début du XXe siècle. Bah, du coup, il y a les théories de Veblen où il y a une proposition d'explication de pourquoi les ingénieurs se révoltent, mais il y a aussi Henri Deban en Belgique, avec une grosse influence en France, où tu as trouvé d'autres arguments où ça va plutôt être axé sur l'idée d'être au service de la société. Enfin, en fait, on va dire pour leur orgueil personnel, en quelque sorte. Les ingénieurs ne peuvent pas se soumettre aux ordres de donneurs d'ordre qu'ils considèrent comme étant incompétents, irrationnels, absurdes, etc. Et dans Boltanski, il y a aussi tout un passage sur la critique des savants, je sais plus comment on dit, la critique industrielle du marché, euh, où tu as aussi des arguments qui peuvent amener à une contestation. Euh, Et du coup, ouais, je trouve que quand on prend en compte toutes ces choses-là, on va être peut-être amené à remettre en question la manière dont on parle d'eux. En fait, on en parle toujours comme un truc un peu naïf de leur politisation. Et en fait, plus ça va, plus je me dis, c'est juste qu'ils se politisent par d'autres voies. Et donc, je pense que la manière dont on en parle n'est pas forcément toujours. Enfin, j'ai l'impression qu'on prend un peu de haut des fois. Voilà. Euh, et enfin, oui, le dernier point, c'est que tu dis qu'il dépasse l'approche purement technique des problèmes politiques. euh, que en fait ils s'en tiennent pas juste à ça et qu'ils se politisent plus enfin si j'ai correctement compris qu'en gros il n'y a pas réductionniste technique indéfiniment et du coup je trouve que ça devrait nous amener ce constat-là et ce qui est aussi un constat que j'ai l'impression de faire par exemple avec mes étudiants etc. J'ai l'impression que ça devrait nous amener à remettre en question la manière dont on critique les discours qui abordent l'écologie d'un point de vue technique. Typiquement, le discours du Chief Project de Jean ici, il y a souvent beaucoup d'hostilité de la part des gens de sciences sociales vis ces discours-là. Or, on voit qu'ils ont un pouvoir de politiser des gens qui vont ensuite s'orienter vers d'autres discours. Et comme ça a l'air d'être une voie à sens unique, je ne vois pas pourquoi il faudrait s'acharner sur le réductionnisme technique qui finalement semble être une voie de politisation et un truc purement transitoire en fait dans la trajectoire politique de ces gens. Voilà. Et ensuite, sur le dernier, pour les agros, euh, dans le résumé que vous avez envoyé, vous notiez l'aspect comme distinction par rapport aux autres ingés, notamment la prédominance des sciences du vivant dans les cursus. Et du coup, je me demandais si vous aviez pensé à faire une comparaison avec d'autres filières qui étudient les sciences du vivant, par exemple les gens de fac de bio, ce genre de trucs, pour voir si en fait il n'y a pas enfin, en gros, est-ce que les sciences du vivant sont enseignées de la même manière? Est-ce qu'il y a une forme de sélectivité dans les écoles d'ingé qui pourrait expliquer de sélectivité la manière de présenter les sciences du vivant qui pourrait expliquer un certain nombre des différences que vous voyez dans les spécialités, etc. Et voilà, en fait, quelle partie serait due aux critères, en fait, comment dire, quelle partie est due aux facteurs sociologiques que vous avez mis en évidence versus quelle partie est due à la manière dont on leur présente les informations. Je ne sais pas si ma question est très claire. Euh, la dernière chose, je l'ai déjà dit, c'était sur l'autocatégorisation politique. Donc, je vais arrêter là pour pouvoir laisser les gens poser des questions aussi. Pour ce qui est de qu'est-ce qu'ils deviennent une fois qu'ils sortent de ce milieu, moi j'aurais tendance à dire. Alors, moi, mon sujet de thèse, c'est plus sur les socialisations scolaires en elles-mêmes et je regarde un peu ce qu'ils sont avant d'entrer en école et ce qu'ils sont au moment de sortir de l'école. Mais j'avoue que enfin, pour l'instant, je ne me suis pas trop intéressé à leur insertion professionnelle, même si clairement, c'est des choses qu'on aborde en entretien systématiquement parce que bah, ça renseigne quand même notamment sur le fait s'ils sont prêts à aller travailler pour certaines entreprises ou s'ils sont prêts à ne pas aller travailler pour certaines entreprises plutôt. Euh, mais de fait, c'est pas réellement ce que je suis moi, en tout cas dans le cadre de ma thèse. Après, peut-être pour les étudiants du coup qui sont
proches de la Sphinx, par exemple, ou ceux qui étaient engagés dans des luttes un peu plus, de manière un peu plus conflictuelle. Euh, pour cela, comme il y en a qui étaient déjà anciens étudiants au moment de ces mobilisations-là, bah, ce que je vois globalement, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont en thèse. Euh, Après, enfin, j'ai pas un échantillon assez fourni, on va dire, pour pouvoir faire des montées en généralité plus marquées que ça, je pense. Euh, pour ce qui est de la catégorisation politique, alors moi, en gros, oui, ils se disent eux-mêmes de gauche. Et après, pour affiner un peu tout ça, bien sûr, on a tout un enchaînement de questions sur les valeurs de manière plus générale, et aussi pour objectiver voilà, leur vote. Alors, vu qu'il y en a qui sont en début de cycle ingénieur dans mes entretiens, cela, ça va plus être le vote juste aux dernières élections présidentielles, législatives et européennes. Mais sinon, voilà, on regarde pour ceux qui étaient euh, plus anciens, on va dire. Euh, Enfin, j'essaie de regarder les évolutions des votes aussi entre 2017, 2022, etc. Pourquoi ne pas étudier les gens d'X urgence écologique et X alternative? Bah, un peu pour la même chose, je dirais, c'est que en fait, c'est des associations qui sont très influentes, mais relativement peu influentes sur les étudiants qui sont en train de faire leur scolarité à l'X. C'est-à-dire que même au sein du DDX, euh, la plupart connaissent X urgence écologique, mais tous ne connaissent pas spécialement X Alternative ou en ont juste vaguement entendu parler, quoi. Et donc, encore une fois, bah, c'est juste que c'est pas spécialement du coup le domaine sur lequel je souhaite mettre la focale dans le cadre de ma thèse. Euh, sur le fait que beaucoup d'étudiants ne sont pas mobilisés du fait de pression de la direction. Alors, c'est assez vrai, et j'ai pas eu le temps de l'évoquer, mais en fait, c'est dans mon papier, mais il y a tout un pan sur le côté militaire de l'X, les élèves qui sont soumis au devoir de réserve. J'ai des exemples où, bah, dans mes slides, j'avais des photos de stickers que certains élèves avaient collés. Je sais pas si je peux revenir en arrière, mais ouais. Hop. Ah bah, ah bah, c'est pas dans c'est pas dans le PowerPoint que je vous ai envoyé. Ok, bon, c'est pas grave. Mais en gros, voilà, pour des stickers collés sur les murs de l'établissement, il y en a qui ont pris une semaine d'assignation à résidence, entre guillemets, c'est-à-dire où ils doivent rester 24 heures sur 24 dans leur chambre, sauf pour sortir et aller en cours. Il y a une personne de l'administration qui vient vérifier à une heure inopinée s'ils se tiennent bien à leur punition. Donc évidemment, le cadre militaire de l'X ne joue pas en leur faveur, mais je pense qu'il ne faut pas non plus penser que c'est quelque chose qui a massivement oppressé les expressions étudiantes et que de manière plus générale, il y avait aussi beaucoup d'X qui s'en foutaient un peu, quoi. Euh, et voilà, moi, pour mes questions. Merci. Alors, je vais d'abord répondre aux remarques générales. Sur ce qu'ils deviennent une fois qu'ils sortent de ce milieu. Donc, moi, j'ai fait des entretiens avec des étudiants assez divers pour donner un ordre voilà, maximal. J'ai un étudiant en agronomie qui, à l'époque, travaillait dans le conseil de maraîchers bio au sein d'une association. Donc là, on voit vraiment un travail qui est pensé dans la continuité de ses études et de sa préoccupation environnementale. À l'inverse, des gens tout à fait préoccupés par la situation environnementale, mais qui travaillent soit chez un grand avionneur à travailler sur les moteurs d'avion. Donc là, c'est difficile. Ou je pense aussi à un enquêté expatrié qui travailler en intelligence artificielle et dont le métier est de rendre plus addictifs les algorithmes d'un réseau social. Donc, effectivement, très large. On voit, selon moi, ce que je remarque très vite, en fonction de leur attraction, soit un pôle général, où ils peuvent un peu se positionner dans une carrière verdissante, sans forcément changer, par exemple, aller dans un cabinet de conseil, mais dans la branche énergie.
c'est un peu plus facile. Ceux qui ont des sujets très techniques, c'est très délicat, à moins de se réorienter, ce que certains font, et de perdre un statut, ce que certains font aussi, mais c'est plus rare. Enfin, pour la catégorisation politique, alors je suis tout à fait d'accord, c'est pour ça que j'utilise les deux. Sur les ACP que j'ai montré tout à l'heure, on voit que ce soit le vote tout à fait d'accord. Les deux ont des défauts. Je préfère faire en sorte d'avoir les deux en même temps, que ça soit avec les enquêtés, que de manière statistique. Alors enfin, sur les questions spécifiques, donc, je te remercie pour cette discussion très précise. C'est un peu le problème de cet exercice. En 15 minutes, on ne peut pas faire une introduction comme une introduction de mémoire. Donc, effectivement, je parle de ça justement sur le fait que les ingénieurs, enfin, c'est pas une histoire voilà, monolithique. Et effectivement, ça a été une profession très politisante. On pense au saint-simonisme, où les ingénieurs étaient très actifs, hein, l'étude de Picon là-dessus, et puis qui a été vu aussi, il ne faut pas l'oublier, comme le précurseur du socialisme, notamment par Emmanuel Durkheim. Donc voilà, quand il fait ses conférences sur le socialisme, il commence justement par une étude du saint-simonisme, montrer comment voilà, c'est le proto-socialisme en marche. Et justement avec cette question effectivement importante de l'organisation face au marché. Euh, c'est passionnant parce que à la fois, on voit effectivement un peu une tentation des ingénieurs, notamment Veblen qui parle de soviet de techniciens en 1921, justement cette fascination pour l'organisation et donc effectivement d'ailleurs une politisation assez forte aussi. Puisque tu parlais que je prenais un exemple américain, je prends aussi l'exemple français avec effectivement Boltanski, qui montre que voilà, cette volonté de monter en statut, la participation du groupe d'ingénieurs à la formation du groupe cadre en France, elle s'est aussi amenée à des politisations peut-être moins progressistes. On pense à la participation de nombreux ingénieurs au régime de Vichy, justement. Voilà. Donc un peu, voilà, une politisation ambivalente, mais qui dépendait un peu de leur catégorie. À l'époque, moins ancrée dans les hautes sphères de la grande entreprise, et notamment au début du XXe siècle, assez en crise, hein, en France ou aux États-Unis. Ensuite, que je veux montrer quand je dis politisation sur le temps long à droite et au centre de l'échiquier politique, c'est parce que finalement, on a quand même une montée en statut qui est indéniable, une position particulièrement en France qui est assez haute et globalement, hein, et aussi, on le voit un peu un arraisonnement des logiques d'organisation vers quand même des logiques de marché. Je pense par exemple à l'étude de Gervais sur le corps des ponts et chaussées, qui est quand même un corps, voilà, 300 ans au service de l'État dans l'aménagement, où elle remarque que finalement, le prestige de ce corps en 2007, c'est pas tant les services rendus dans les aménagements, mais c'est à savoir comment s'intègrent les membres après 10 ans de carrière dans le public, comment ils s'intègrent dans les grandes sociétés privées. Donc ça, c'est quand même très notable là-dessus, hein, dans un corps qu'on peut penser voilà, de l'État, avec des logiques peut-être de valorisation différentes. Voilà, donc moi, je pense que effectivement l'écologie là-dedans, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que elle porte un peu, enfin, elle met en difficulté un peu leur situation, dans le sens où malgré leur statut, malgré leur position sociale, et du fait justement, j'y viendrai, de cette appréhension technique des enjeux, ils ne peuvent pas, en tout cas mon groupe, ne pas se sentir concernés. C'est pas des difficultés sociales, c'est des difficultés qui les touchent tous, et je dirais d'autant plus que leur position est confortable d'un point de vue statutaire et social. Ensuite, sur la remise en cause des discours techniques, je suis entièrement d'accord. Voilà, déjà du bienfait des discours techniques, médiatiques, même s'ils sont limités, mais en tout cas, ils politisent beaucoup. Je pense à Jean Pellissier, hein. Pas oublier que le Shift Project, c'est les programmes de Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot qui sont mis en avant comme les plus pertinents d'un point de vue écologique, malgré des accords sur le nucléaire. Et donc, moi, c'est ce que je montre, c'est que c'est justement par cette appréhension technique, hein, on va dire, du problème écologique, et dans un cadre assez libre, qui finissent finalement par s'intéresser à
à ces questions politiques et sociales qui sont d'ailleurs mis explicitement en lien dans les rapports du GIEC, etc. Hein, donc, c'est justement, je pense que la technique, comme on le montre sur des travaux dont j'ai pris la référence, mais voilà, mon travail d'ingénieur quotidien, ça charrie des valeurs et ça implique, dans ce cadre dramatique, voilà, un certain décentrement. Mais justement, c'est un décentrement, c'est pas un dépassement. Et je crois que c'était inaudible parce que surtout moi aussi, on disait qu'on avait on avait interrogé des personnes en formation et pas des jeunes diplômés. Donc sur le devenir, on ne sait pas encore. On a des éléments sur leur projet de professionnalisation qui font écho à ce que je vous ai montré dans les enjeux finalement. Il y en a qui sont plus axés sur le milieu agricole un peu fermé, ou dans une approche économique ou industrielle agroalimentaire versus ceux qui savent moins ce qu'ils vont faire, mais plutôt dans une lecture de l'environnement, de l'alimentation, en lien avec des préoccupations plus générales, et souvent ce terme de justice sociale qui revient. Sur la question de la politisation, ben, je pense qu'on a eu des bonnes réponses. Et puis nous c'était de l'autodéclaration, quoi. Positionnez-vous. Ouais, je sais que ça en a fait, mais alors, euh, bon, certains personnes à la direction de mon institut m'avaient dit ah ben tiens, ils sont de gauche et d'extrême gauche, les instituts à gauche, Philippe, une tribune dans le monde. Bon, faut qu'on mette ça en avant. Je suppose que bon, on n'a pas fait de toute façon. Il y avait une volonté de s'approprier ça, c'est vrai, autour de changer, de changer l'image peut-être de l'ingénieur qu'on voit plutôt à droite, en tout cas, selon cette personne. Sur le côté sciences du vivant, c'est intéressant mais de comparer finalement avec d'autres formations. Donc, ça peut être une piste, je vous remercie. Je crois que ça reste quand même très différent parce que ces ingénieurs agro, ils ont subi l'épreuve des concours, même si ça serait à relativiser parce que l'universitaire occupe de plus en plus, y compris dans les sciences du vivant, mais euh, c'est sûr qu'ils ont sans doute les mêmes affinités. Je revois dans des entretiens tous ceux qui ont loupé le métaux et qui ont fait malgré tout une école d'agro en dépit, parce que le métaux, c'est un concours plus fermé, plus dur, certainement. En tout cas, différent. On a beaucoup qui veulent faire métaux, mais qui n'y arrivent pas et qui font agro. Euh, 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 Ce lien donc avec la condition animale, ça c'est ou avec le vivant, quoi. C'est pas que les animaux. Enfin, ce lien avec le vivant, il est très fort. Ensuite, il va être, je ne vais pas commencer à la fac, donc c'est dur de comparer. Mais ce que je vois dans les écoles l'agro, c'est qu'il va être quand même confronté soit aux logiques de production animale, soit aux logiques de l'industrie agroalimentaire, soit justement à des logiques plus soft de développement territorial. Donc ça va malgré tout leur ouvrir davantage de pistes, je pense, sans compter des travaux menés en projet, où je pense à la disponibilité des professeurs aussi qui sont plus nombreux. Il y a un taux d'encadrement plus élevé dans les écoles d'ingé agro. Enfin, il me semble, ce sera vérifié. J'espère que vous avez débouché la tête. Donc, ce serait à vérifier. Mais en tout cas, oui, il y a ce même input au début, mais il y a aussi, voilà, c'est ça que j'ai mis dans mes notes que je ne lis pas, mais ce sentiment, cette réflexion sur ce que c'est qu'être ingénieur. Ils rappellent d'abord, ils ont fait les concours, ils ont fait les prépas et ils en parlent. Bon, la prépa, c'était pas non plus, en tout cas, c'était un moment important. C'est un marqueur fort de leur identité, soit parce que c'était dur, soit au contraire parce que quand ils arrivent à l'école d'agro, ils souffrent après, c'est sans doute pareil dans les autres écoles d'ingénieurs. Mais ils sont continués à être nommés, à être perçus par les profs ou par leur entourage comme des futurs élites ou comme des futurs ingénieurs, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir du pouvoir, un statut fort dans la société. Et je ne pense pas qu'à l'université, il y ait cette même pression sociale aussi, ou cette même définition, cette même projection, voilà, sur les étudiants en sciences du vivant. Donc, ça fait pas mal de marqueurs qui les différencient. Ça me fait tout drôle d'être devant vous comme ça. Non, c'est juste une petite remarque. Je ne sais plus qui d'entre vous, mais plusieurs d'entre vous, et puis quelqu'un aussi sur le site, a utilisé l'expression, entre autres, l'administration. Et je suis fascinée, parce que moi, je suis dans une fac, sciences humaines sociales, sciences de l'éducation,
J'étudie les écoles d'ingénieurs de loin, mais je ne vis pas dedans. Et alors, je vois nulle part mes étudiants, qu'on n'appelle pas des élèves futurs profs des écoles, mais qu'on appelle des étudiants en sciences d'éducation. Donc, il y a des mots en école d'ingénieur, donc les élèves ingénieurs. Et puis, donc, comme tout à l'heure, c'est bah oui, on les voit déjà comme des futurs ingénieurs, même on les appelle déjà comme ça, alors que nulle part ailleurs, on fait ça. Mais le mot administration, je me dis, c'est important aussi de prendre du recul. C'est quoi? Il n'y a pas les étudiants et l'administration, c'est qu'il y a un corps professoral, il y a des directions. Mais je pense qu'il y a plusieurs d'entre vous qui l'ont pris, alors que c'est un terme qui, pour moi, est voilà, une sorte d'abus de langage. Voilà, c'était une petite remarque. C'est tout. Merci pour toutes ces questions encore. Pour l'usage du terme administration, effectivement, c'est un abus de langage, mais je désignais quasi systématiquement la direction de l'établissement et non pas le corps professoral. Ça Euh, existe aussi. oui, totalement, totalement. Des enseignants étaient complètement noyés à l'administration et les étudiants, et je l'entends souvent et je l'entends entendu plusieurs. Et donc, c'est pas comme s'il y avait aussi des alliés ou des contradicteurs ou des Non, enseignants même. non, mais totalement, totalement. D'autant plus que dans l'administration, les étudiants ont souvent aussi des alliés, même il y a souvent les postes de chargé de développement durable dans les établissements sont les personnes qui sont en relation directe avec les membres de ces associations écolo. Ils sont généralement des alliés internes assez importants pour eux. Euh, pour ce qui est de la posture de recherche, de comment je suis entré en relation avec mes enquêtés, etc. Personnellement, moi, c'est par les réseaux sociaux principalement. Toutes les assos écolos dont je parlais, donc je travaille sur Polytechnique, sur une autre grande école d'ingénieurs du plateau de Saclay, qui est plus proche des mondes économiques, sur une grande école de commerce et sur un Sciences Po non parisien. Et à chaque fois, en fait, j'ai contacté les assos directement sur leurs réseaux sociaux, ce qui a entraîné souvent un entretien, puis un autre, puis un autre, puis d'avoir accès aux cours des étudiants, avoir accès à leurs évaluations, avoir accès, alors, pour certaines choses de la vie interne de l'association, c'est les seules choses pour lesquelles j'ai eu des refus, notamment sur les comptes rendus des réunions du bureau de l'asso. Euh, je pense qu'il y a un peu une peur aussi, notamment à Polytechnique, mais on va dire du travail journalistique ou enfin, ouais, une peur du sensationnalisme journalistique, la peur que on leur fasse mauvaise presse, quoi. En plus, avec le devoir de réserve et tout le contexte des mobilisations, voilà, je pense que ça peut expliquer un peu les réticences auxquelles j'ai pu faire face. Et il y a aussi, oui, une approche différenciée entre les étudiants donc, que je décrivais qui sont proches du DDX dans un engagement très institutionnalisé et les autres. Ce qui est assez marrant, c'est que dans les enquêtés proches de la Sphinx et plus proches des sphères militantes, il y en a un qui a proposé une communication à l'AFS il y a 2 ans. Il y en a un autre qui m'a recontacté après un entretien l'été dernier pour me dire qu'il allait peut-être intégrer le même master par lequel je suis passé. Pour ce qui est de la réception des résultats d'enquête chez eux, bon, voilà, généralement, on a plutôt une très bonne réception. Chez les étudiants des ASBO, il n'y a généralement pas trop de demandes a posteriori de où j'en suis, de si je voudrais leur présenter mes résultats, etc. Je n'ai pas l'impression que ça soit quelque chose, un enjeu pour eux en tout cas. Euh, pour ce qui est du militantisme écologiste non de gauche, alors de fait, je pense, en tout cas, il n'existe pas sous une forme institutionnalisée et il n'existe pas sous une forme qui occupe l'espace public de ces établissements ou qui occupe la scène étudiante, qui occupe une place importante sur la scène étudiante. Je pense qu'il n'est pas totalement absent. Mais c'est quelque chose qui est difficile à saisir dans la mesure où, vu qu'il n'y a pas
voilà, quelque chose d'institutionnellement reconnu comme tel. Il n'y a pas de concurrence en fait à l'assaut-écolo de Polytechnique, une concurrence de droite, pas spécialement. Donc, c'est un peu plus compliqué à identifier et aller voilà, cadrer des entretiens avec ces chinois, ça serait peut-être un peu plus compliqué. Voilà, je ne pense pas que ça soit inexistant, notamment parce que sur des travaux sur une autre grande école d'ingénieurs, où là j'ai eu accès à des réponses enfin, à l'échelle d'une promotion entière, je vois que quand même il y a des traces de ça, mais voilà, c'est pas quelque chose de structurant non plus. Et pour laisser du temps aux autres, je vais m'arrêter là. Merci pour ces questions. Donc, pour ce qui est de la posture, alors moi, j'ai pas fait d'études d'ingénieur, mais j'ai pas forcément de problème parce que la plupart des entretiens, j'ai contacté mes enquêtés par mail. On a fait souvent d'ailleurs un entretien à distance, par Skype. Ça me permettait d'avoir des enquêtés de partout en France et même expatriés. Donc, pas eu de différence, en tout cas, je ne les ai pas appréciés entre un élève sorti de X ou un élève sorti voilà, d'une école moins cotée. Ensuite, pour ce qui est de la question de la population environnementale, alors là, oui, c'était plus une manière de parler. Je dirais que ils sont socialisés à la réalité environnementale, mais ils participent activement à cette socialisation. Euh, donc finalement, ils construisent une préoccupation environnementale, je dirais, dans le sens où ils sont conscients des problèmes de l'environnement et ils vont soutenir des efforts pour les résoudre ou contribuer en tout cas à des solutions. Et ce qui m'intéressait, c'était de prendre en compte justement un peu les conditions sociales de construction et d'appropriation de ces enjeux climatiques, notamment en m'intéressant à ces pratiques favorisées par l'environnement qu'est l'école ingénieure. Donc, on a vu l'offre de formation, le suivi des formations, mais voilà aussi, comment dire, l'émulation entre pairs et aussi ces pratiques d'investissement assez solitaires, mais qui voilà, sont quand même liées à d'autres pratiques plus collectives, voilà, de lecture, voilà, de prise d'information, etc. Pour ce qui est, parce que justement, certes, je suis dans le panel militant de ces journées d'études, mais ma population, elle est vraiment à l'orée de deux mondes. Leur seul acte militant, entre guillemets, c'est d'avoir signé une pétition. Donc, au final, et je le vois dans mes enquêtés, sur 25, j'ai une minorité de gens qui ont milité dans des associations écologiques. Deux, voilà, parmi ces deux-là, il y en a trois aussi en plus, donc cinq en tout qui ont fait des fresques pour le climat, et un seul a milité politique. Donc, c'est une population qui n'est pas représentative de l'ensemble des ingénieurs, hein, des étudiants ingénieurs, puisqu'elle est plus à gauche, plus féminine, plus représentée en tout cas dans les écoles dites d'élite et d'agronomie. Et donc, voilà, c'est cette construction, cette politisation, voilà, une certaine fraction de la population étudiante ingénieure. Ensuite, pour ce qui est des autres politisations, alors mon à moi, massivement, c'est un mouvement à gauche, mouvement politisant à gauche, mais ça n'empêche pas d'avoir des enquêtés et que ça soit dans le questionnaire ou dans les entretiens, qui restent sur un vote de centre droit et qui politisent différemment ces questions écologiques, hein. Généralement, comme je le disais en aparté, mais avec un peu un primat de la technique, mais pas un primat, voilà, un primat qui va un peu balayer les autres options avec, pour une minorité d'entre eux, un peu des remarques désobligeantes vis-à-vis d'autres militants écologistes dans les domaines politiques, sociopolitiques. Enfin, pour la politisation des étudiants ingénieurs en règle générale, alors, c'est un mouvement, hein, il y a pas mal d'enquêtes qui montrent que ça change. C'est vrai qu'historiquement, c'est le cas, hein, une population plus éloignée des mobilisations, une population moins syndiquée que la moyenne, moins engagée dans les partis politiques, moins présente aussi, c'est intéressant, dans les milieux politiques, même dans les sphères élevées. Et donc, voilà, il y aurait plein de raisons
à voir sur le côté de la formation que j'ai pas forcément étudié là-dessus de mon côté. Et enfin, sur l'ethnocentrisme des sciences humaines et sociales, alors effectivement, c'est toujours un risque, mais j'insisterai sur le fait que le but de mon travail, c'était aussi de montrer que, justement, ils se politisent par leur appropriation technique des enjeux environnementaux. C'est le fait, entre guillemets, hein, de lire les rapports, de voir les chiffres, qui, voilà, les pousse justement à cette politisation. Donc, très peu lisent des sciences humaines et sociales parmi les enquêteurs. Mais tous, enfin, une grande majorité, montrent une politisation à gauche du fait de cette incorporation, à dire, des enjeux environnementaux. Moi, j'ai noté aussi plusieurs éléments ça me permet sur l'administration. En fait, moi, c'est ma cours, c'était on va noter, c'était pas de il n'y a pas de réflexion qui va associer à des référents enseignants-chercheurs comme un impact, il y a enfin, ouais, c'est directement des cadres non, mais effectivement, c'est ça qui est de la distance, quoi. C'est pas un collègue enseignant, c'est un collègue. Voilà, c'est des espaces qui enfin, d'incompréhension, ça peut créer. Quoi. Peut-être pour ça, je ne sais pas si c'est l'administration, mes directions, les directions, je mets la distance, je vois comme ça. Euh, sur la question, peut-être le lien avec le temps, dans un espace qui va de soi, sur lequel on tient au fait qu'ils sont en formation, peut-être en formation sur le vivant. Je n'ai pas éléments de réponse à ça. En fait, oui, on dénonce pas tout. Tous nos entretiens, on a pu. Mais comme on était un peu échaudé par le questionnaire sur la transition, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas une surreprésentation des étudiants engagés dans la transition? On cherche, comme tous, entretien, d'autres petits, à pas orienter les réponses, à faire attention à notre échantillon. Donc, des fois, je me demande même si on ne cherche pas à être trop calme, peut-être, et justement, ça renvoie calme à être trop neutre, finalement. Hein. C'est peut-être aussi parfois affaiblir. Et en tout cas, moi, dans ma pratique de recherche, je me dis des fois, il faut que je sois plus provocateur, peut-être. Petite digression, je viens d'un projet avec les étudiants sur les pesticides. Je leur ai dit, là, surtout, pesticides, ça va être chaud, compliqué, on va parler de culture des plantes, et à force, on va parler de. Donc, c'est des très calmes. Voilà, à force de chercher la neutralité, on s'est perdu dans le rien. Peut-être que j'avais une chose à dire sur. Enfin, un peu sur tous les thèmes, si j'en choisis un, enfin, prendre la parole, sur les causes de l'insensibilité des élèves ingénieurs aux causes écologistes. Moi, je trouve que dans les écoles d'ingé à gros, je connais assez mal les autres. Il y a, ce que je vois, c'est un rapport à la science et à la modernité qui est hyper formaté par les enseignements des filières scientifiques, des prépas scientifiques. Alors, voilà, on ne questionne pas la science, donc le but, c'est de produire du progrès, de la transformation de la modernité. Alors, quelquefois, et donc là, dans les entretiens qu'on a menés, à la limite, ce que j'ai découvert, c'est ce qu'on pourrait creuser, c'est le rapport à la famille dans la trajectoire d'écologisation, évidemment, le contexte familial. Ou la relation avec un prof plus écologisé. Je me souviens d'un entretien, je n'étais pas, mais il y était, où on me demande mais pourquoi ton prof de bio t'a sensibilisé? En fait, ce n'était pas le contenu en biologie, en prépa BCBST, c'était le prof lui-même qui était plus sensible, et donc qui a amené cette réflexion. Donc, c'est voilà, une famille, une relation avec un prof ou une autorité, quoi, qui sensibilise. Beaucoup des stages aussi, et c'est un peu au hasard, parce qu'on choisit parfois des stages de loin, il y en a qui choisissent plus, mais donc on va tomber chez un exploitant qui est dans la conf, par exemple, à la fédération paysanne, plus engagé.
Et puis, on a évoqué aussi brièvement des sources d'information. Enfin, on a évoqué dans le diapo en parlant d'autodidactie, mais aussi des sources d'infos. Ils parlent beaucoup de réseaux sociaux, un terme générique, alors que pour eux, parce qu'ils sont loin de leur pratique, c'est quelque chose de très clair, quoi. C'est des podcasts ciblés, des personnes ciblées sur Instagram le plus souvent, des influenceurs, par exemple, entrepreneurs de morale aussi. Ça aussi, ça joue un rôle. Et là, moi, je suis en décalage. Enfin, j'ai peu de repères. D'abord, c'est très loin de mes champs de recherche. Mais en plus, c'est très loin de ma pratique individuelle aussi. Mais c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on creuse aussi sur ces nouvelles sources d'information qui viennent compléter leur cours, leur enseignement, leur trajectoire de l'éducation. Merci, merci à tous pour les questions, les réponses, le dialogue. Alors, je suis désolé, il y a peut-être encore des questions dans le chat, mais on a déjà dépassé l'heure. Voilà. Merci à tous pour cette première journée. On se retrouve demain matin